Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre, plus exactement par Michel Ribardière et ses invités Jean-Gabriel Grélé et Claude Lavatte. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission. Alors, tout à l'heure, nous avons évoqué la peur des extraterrestres qui est engendrée par les films, par Hollywood en l'occurrence, la peur des méchants extraterrestres. Nous avons évoqué aussi finalement les influences des vagues de manifestations sur les témoins, les émotions qui sont ressenties lorsque l'on voit ces choses extraordinaires. Et nous avons aussi évoqué le fait que nous avons des installations un peu partout sur Terre, surtout celles qui produisent de l'armement, qui sont survolées par ces phénomènes. Et je me pose la question, ton avis, Jean-Gabriel, où est-ce qu'on va pour ce qui concerne l'homme? Où va l'homme dans cette relation avec... Je pense qu'avant de répondre à cette question, qui est une question difficile, il faudrait peut-être que nous fassions un petit arrêt devant une glace et que nous demandions individuellement ce que nous sommes. Et ça, je pense que confronté à un paradigme nouveau, à une présence autre, nous devons nous demander comment les autres nous voient. Et c'est naturellement une excellente façon de s'interroger sur soi-même. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que notre histoire tourmentée ne nous fait pas apparaître comme des modèles ni de sagesse, ni de bonté, ni de dévouement, etc., mais comme des modèles d'égoïsme, de stupidité, parce que quand on vit en groupe à 6 millions sur une planète et qu'on se paye le luxe d'être égoïste, on sait très bien, on devrait savoir qu'on court à la catastrophe. Donc je pense que dans cette troisième période, on devrait essayer de se demander si la découverte de personnes qui ne sont pas humaines et qui nous regardent ne pourrait pas nous amener à nous regarder nous-mêmes avec un œil beaucoup plus froid. Oui, tout à fait. Mais pour en revenir à des choses un peu plus connues, je pense, pour moi-même du moins, on peut déjà observer ce qui s'est passé, je ne dis pas dans des cas identiques, mais dans des cas similaires, lorsque deux civilisations de niveau d'évolution totalement identiques se sont rencontrées. Que s'est-il passé dans le passé? Dans le passé, bien sûr. Eh bien, en général, la civilisation la plus évoluée, mais que ce soit non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan spirituel, religieux, etc., je dirais sur le plan de son niveau cognitif du cosmos, en quelque sorte, eh bien, a absorbé et fait disparaître l'autre civilisation. Peut-être pas totalement disparaître, mais du moins se la raccrocher et de la phagocyter un petit peu sans la faire disparaître totalement. De la coloniser en quelque sorte. Je ne me rappelle pas. Peut-on parler de civilisation entre les Tibétains et les Chinois, par exemple? Mais attention, quand je parle de civilisation, c'est de domaines de connaissances et de domaines de sensibilité. Les Espagnols et les Indiens d'Amérique centrale ou du Sud. C'est ça. Oui. Il se trouve d'ailleurs que le rapport Condon, qui est un des premiers rapports quand même un petit peu scientifique sur l'éventualité d'une présence extraterrestre, le rapport Condon a fait beaucoup de place à ce genre de questionnement. Oui. Et il a trouvé une exception que nous connaissons tous, c'est le Japon. Le Japon, oui, tout à fait. Le Japon était totalement dominé technologiquement par les Occidentaux qui l'assiégeaient et qui voulaient absolument, surtout les Américains, le transformer en un client et le transformer en champ. Et finalement, le Japon a réussi à garder pour l'essentiel tout ce qui faisait sa richesse culturelle et, ma foi, à prendre chez nous ce qu'ils ne savaient pas bien faire, pas faire aussi bien que nous. Donc ils ont fait venir des conseillers militaires allemands. Je crois qu'il y a quand même eu déjà des Français qui, oui, au point de vue culturel, sont venus au Japon. Ils ont étudié la littérature française, etc. Et finalement, les Japonais sont restés ce qu'ils étaient avant le contact.
Et cette exception est citée dans le rapport Condon. Oui. Mais alors, est-ce qu'on ne pose pas là, on n'est pas amené fatalement à se poser une question encore plus difficile, peut-être, qui est la suivante. Est-ce que le passé est exportable dans le futur? Autrement dit, est-ce que l'expérience que nous avons acquis les uns les autres, disons globalement, une civilisation donnée, est-ce que l'expérience est transmissible vers le futur? Évidemment, elle n'est pas transmissible vers le passé, c'est une évidence, mais vers le futur, parce qu'on a tout le temps fonctionné comme ça, on a utilisé ce qu'on savait pour essayer d'organiser et de faire que le futur soit le nôtre. Alors, est-ce que cette loi est toujours valable, même dans le cas présent? En tout cas, nous sommes le résultat de ce passé, actuellement. Nous regardons le passage devant nous du passé vers le futur, mais est-ce que c'est encore faisable dans tous les cas? Oui, mais si le passé commun que nous avons avec nos visiteurs, si sans le savoir, ce passé commun remonte à plusieurs millénaires, et beaucoup d'informations semblent l'indiquer, à ce moment-là, s'il avait dû y avoir une destruction de notre civilisation par la leur, elle se serait déjà produite. Elle ne s'est pas produite. S'il devait y avoir une réduction des êtres humains en esclavage, ça aurait eu lieu aussi, ou simplement notre destruction. Oui. Tout ça n'a pas eu lieu. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique-là du tout. Oui, quelque part, on doit sans doute avoir le même ADN cognitif. Entre eux et nous, il y a quand même un point commun, c'est qu'il y a déjà la raison. On suppose cette intelligence raisonne. Elle sait faire un syllogisme, elle sait déduire des choses de ce qu'elle observe, etc. Et la présence même d'une technologie, d'une science chez elle, montre bien qu'il y a un point commun avec nous, qu'il y a au moins une zone commune avec nous, c'est que la raison marche aussi chez eux. Ce n'est peut-être pas la même raison, selon peut-être d'autres règles d'inférence, mais il y a un minimum de raisonnement chez eux. Je crois que Jean-Gabriel en fait évoquait peut-être l'idée de projet. Oui, d'attention, oui. Oui, il faut effectivement, je ne me suis pas contenté de le dire ou de l'évoquer, j'ai essayé de le faire, de nous regarder collectivement par rapport à des visiteurs qui seraient très en avance sur nous et surtout beaucoup plus vieux. Et finalement, peut-être que la différence entre eux et nous ne réside pas tellement dans des différences biologiques ou même psychologiques, mais dans des différences d'âge. Parce qu'il me vient l'idée que le comportement humain par rapport à un comportement, disons, un peu plus sage, c'est un comportement d'adolescent. C'est un comportement ou enfantin ou d'adolescent. Oui. Un adolescent qui veut tout pour lui, qui veut rien donner en échange, mais qui attend des autres tout. De la nourriture, l'abri, etc. Et en fait, je pense que notre égoïsme collectif, quand il existe et quand il domine le reste, c'est une réaction ou une habitude ou une mauvaise habitude enfantine. Et la différence avec ceux qui nous rendent visite, ils sont peut-être simplement un peu plus âgés que nous. Mais ça voudrait dire qu'ils ont comme infériorité par rapport à nous moins de créativité, moins de fantaisie, moins... Tu penses à une érosion de l'intelligence en quelque sorte? Non, pas forcément. Non, pas de l'intelligence, mais justement de ce qui ne forme pas l'intelligence pour nous. Créativité, de la créativité, c'est autre chose. C'est une forme d'intelligence, la créativité. Mieux la spontanéité. Alors, disons une disparition de la spontanéité. La spontanéité n'est pas une forme d'intelligence. De l'erreur, autrement dit, le pouvoir à l'erreur aurait peut-être disparu chez eux plus que chez nous. Oh, bah ça sans doute. Parce que faire très de l'art, probablement. De l'imagination, c'est le droit à l'erreur. Très probablement. Très probablement. En plus, et comme le faisait fort justement remarquer l'amiral Pinon, un peuple ou une espèce qui est capable de voyager probablement pendant des dizaines d'années, peut-être pendant des siècles, ou de quitter définitivement sa planète d'origine pour aller ailleurs, en plus doit être capable de vivre dans des sociétés relativement restreintes, comme nos scientifiques quand ils vont en expédition vers le pôle, vers le pôle sud en particulier, peut-être vers Mars bientôt. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont très particulières et qui vont être partagées par tout le monde et qui ne sont pas du tout les caractéristiques d'un peuple qui est laissé en quelque sorte en liberté. Et tu parles de l'éthique, en quelque sorte la morale, oui, enfin, les règles de vie. On peut appeler ça de l'éthique, mais enfin c'est tout simplement des règles de vie tout à fait évidentes. Il m'est arrivé de faire partie de missions en Afrique
on n'avait pas besoin de vraiment se forcer, c'était tout à fait évident. On était là-bas pour travailler, on travaillait, je volais 5 heures par jour, 5 heures par jour, il ne me venait pas l'idée finalement de faire autre chose. On avait hâte que la mission se termine. Donc pour terminer cette émission, donc nous concluons que nous avons beaucoup à faire sur nous-mêmes avant de pouvoir espérer, je dirais, avoir un lien avec nos visiteurs. Et connais-toi toi-même. Je te coupe. Le lien, nous l'avons probablement. Ce n'est pas forcément un lien qui est très facile ni pour les uns ni pour les autres, ni un lien que nous comprenons nécessairement. Il est peut-être lointain ce lien, oui. Mais je pense qu'effectivement, le Gnotis et Automne, connais-toi toi-même, nous pourrions nous en souvenir, et je crains que cette habitude a été beaucoup érodée par un certain nombre de systèmes traditionnels qui se sont développés dans les héritiers des Grecs que nous sommes. Et je pense personnellement, mais ce n'est qu'un avis, que c'est très regrettable. Oui, notamment sous sa forme la plus aiguë, selon moi, l'anthropocentrisme exacerbé qu'il y a actuellement. C'est quelque chose d'ahurissant de croire que nous sommes, dans l'état actuel de développement de l'humanité, le but que nous sommes le but de l'univers et le but même de l'humanité, alors que l'humanité, l'homme et l'humanité évoluent sans arrêt. On en a vu d'ailleurs. Et puis on ne le croit pas. C'est plus à démontrer, puis on veut l'ignorer. On ne le croit pas vraiment d'ailleurs. Le monde est organisé pour nous, autour de nous, et nous sommes déjà le but accompli du monde en cours de route. C'est très simple. Nous sommes le but de l'univers. Tout est fait pour nous, tout nous appartient. Et notre morale. Si c'est vrai, il va falloir agrandir les asiles psychiatriques. Voilà, oui. mais surtout trouver de bons psychiatres. Oui. C'est un peu plus difficile. Concernant l'actualité, je ne sais pas si vous avez suivi récemment le flop qui s'est produit. Nous avions eu en 2009 des annonces de divulgation de la part de nombreuses personnes aux États-Unis, etc. Michel, je fais l'ufologie depuis une 50aine d'années, tant pis pour moi, mais j'ai entendu ça tous les 6 mois, c'était pour l'année suivante. Et ça continue, les Bassett et autres, ils nous amusent bien, mais enfin, on attend du concret de la part de Bassett et d'autres prophètes de ce genre-là. Donc on n'est pas prêt de toute façon, puisque... Bon, je pense qu'on n'est pas prêt, mais néanmoins, il faut, pour certains organismes responsables, et je pense que la commission Sigma, dont je fais partie des personnes qui réfléchissent et qui essayent d'être responsables, au lieu d'être égoïstes. Et je pense que tout de même, à tout hasard, il faut nous préparer quand même à cette éventualité. C'est ce que nous faisons, il faut se préparer à cette éventualité. Elle est ni souhaitable, ni probable, je suis tout à fait d'accord, elle est très improbable, mais néanmoins, il n'est pas mauvais de s'y préparer. Parce que si elle avait lieu, disons accidentellement, pourquoi pas, quelque chose comme Phoenix peut brutalement débarquer chez nous. Voilà. Se reproduire. Voilà. Et cette fois, on serait préparé autrement. Il faut se préparer, il faut néanmoins se préparer, et d'ailleurs, il suffit de reprendre la couverture du rapport Cometa, c'était tout à fait ce que là. À quoi doit-on se préparer Eh bien, ça reste tout à fait d'actualité. On commence un peu à le savoir au fur et à mesure des années, mais c'est un vaste programme. Mais alors, une autre question, peut-être qu'on abordera une autre fois, je ne sais pas. Que font nos pieux scientifiques, l'Académie des sciences, quand finiront-ils leur sieste? Bon, alors là, ça devient grave, parce que leur métier, c'est quand même de faire de la science. Alors pour moi, faire de la science, c'est de transférer l'inconnu vers le connu. Or, eux, dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, ça ne rentre pas dans les lois existantes, donc c'est rejeté. Je pense que tu es trop optimiste. Non, vis-à-vis des scientifiques. Ils s'en foutent totalement. La plupart des scientifiques, leur but n'est pas ça. Certains agissent par curiosité, et là, ils vont faire de la recherche. Ah non, mais il y a quand même des vrais... Je ne parle pas des fonctionnaires scientifiques. Non, mais moi je parle des vrais scientifiques, même des chercheurs. Ils vont chercher, ils vont trouver quelque chose. Mais pour les bouger, ils le font avec, en plus, une certaine prudence. Et ceux que tu décris, ce sont ceux qui... justement, sont arrivés les caciques, ceux qui sont... Voilà, ceux qui ont de toute façon, de plumes. Ils attendent une motivation financière de la part... Le principe numéro 1, c'est pas de vague.
Ah, c'est pas de vague principe numéro 1. Non, mais je pense, dangereux pour la carrière. Je pense qu'on ne doit pas diminuer. Nous étions arrivés à des questions qui, sans doute, sont très importantes, sont fondamentales. Et puis, si on arrivait à convaincre nos auditeurs un petit peu de pratiquer de l'introspection, de se regarder d'un œil froid et de se dire est-ce que véritablement je participe comme je le devrais à l'effort commun. Est-ce que j'amène ma petite participation à la société, à la protection de l'environnement? Je pense qu'on aurait déjà fait un grand pas en avant. Mais pour vous, forcément, messieurs, la théorie, le travail, l'avancée sur l'extraterrestre, sur cette connaissance qu'on souhaiterait avoir, en tout cas ces réponses qu'on souhaiterait avoir, ça passe obligatoirement, quand je vous écoute, par une remise en question, une certaine forme de spiritualité. Les deux sont liés intimement. Pourquoi? Parce que, comme vous le disiez, Jean-Gabriel Grély tout à l'heure, pour faire autant de kilomètres, pour abandonner sa maison, pour avoir autant de déni de soi-même, on est obligé d'être spirituel. Pour vous, ça passe par là? Non, je vais vous faire une réponse un peu de Normand. Pour l'instant, le seul groupe statistique humain qui est capable d'envisager avec sérénité une présence extraterrestre, ce sont les bouddhistes. Voilà. Pourquoi? Parce que quand le Bouddha prêchait, il y avait des extraterrestres, des nobles et aussi des gens du peuple qui écoutaient ses sermons. Oui, moi je ferais simplement une proposition de breton. Je pense que... Excuse-moi, Jean-Gabriel. Chacun sa patrie, n'est-ce pas? Non, mais je suis breton aussi, alors tu vois. Toi aussi? Ouais. Tant pis pour toi. Du Sud? Oui, tant pis. Mais je vois que tu te souviens pas, c'est très bien, moi non plus. Mais quand même, un scientifique conscient du rôle qu'il doit jouer dans la société devrait se poser le genre de questions que nous nous posons, parce que là, on est certain que beaucoup de scientifiques sont capables d'apporter des amorces de réponse sans doute beaucoup plus intelligentes et avancées que celles que nous, les pauvres observateurs ufologues, sommes capables d'avancer aujourd'hui. Mais nous sommes vraiment des gamins dans la cour des grands, là. Mais où sont les grands? On les voit pas. Je dois te dire qu'il y a quelques grands, à chaque fois que la commission Sigma se rassemble, il y a quelques grands. Des noms. Et que ces grands, des noms, oui. Tu les auras tous. Tu les auras tous le 31 mai. Effectivement, il y a des grands qui s'intéressent, y compris des astronautes, des vrais, qui sont allés plusieurs fois dans l'espace et qui sont en train de travailler avec nous et qui ne travaillent pas du tout ni pour de l'argent ni pour des titres, mais qui tout à fait, non même pas, modestement, parce qu'ils pensent que si on n'arrive pas à donner une certaine forme de réponse ou à aider un petit peu, le sujet ne progressera jamais. Et que ça peut finir très mal un jour ou l'autre. Éventuellement. Sait-on jamais. Éventuellement. Mais je ne suis pas pessimiste. Soyons prudents quand même. Gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? Paraît-il. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Notre ami Alain est parti tout à l'heure à une réunion et nous voilà tous les trois. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que nous voulions faire, n'est-ce pas? Tout à fait, et je te remercie beaucoup d'avoir structuré aussi bien finalement cette émission. Un sujet aussi vaste, oui. Oui, c'était très difficile finalement. Tu as choisi de très bonnes illustrations et finalement ça a abouti à quelque chose d'autre que oui, mais peut-être que ce sont... Non, je pense qu'on a réellement progressé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi, Michel. Alors moi, tu vois, en écoutant cette émission, je me suis dit ce serait bien devant une tribune de spectateurs, cette émission, mais spectateurs intervenants, avec du question-réponse, vraiment dans une salle, tout à fait le type d'émission qui s'y prête. Alex, au travail. Ça va être du boulot organisé, hein. Mais bon, on pourra peut-être en reparler. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonsoir à vous. À tous. Merci. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2. Vous venez d'entendre l'émission La Vague d'OVNI. Alors aujourd'hui, préparée et animée par Michel Ribardière, en sachant que l'émission La Vague d'OVNI est quand même proposée et dirigée par Didier Deplège, animée ce soir, en tout cas derrière les manettes, par Alexandre, et que c'est le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Je vous rappelle, le site internet de la radio, c'est ici et maintenant.info, qui vous permet de participer au forum pour faire suite aux émissions, notamment du mardi soir. Et puis je vous rappelle le blog de veille ufologique américaine OVNI USA, ovni au pluriel-usa.com. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2.